3 mois après notre divorce, je recommençais enfin à respirer comme un homme. Libre. Fini les hurlements. Fini les textos culpabilisateurs en plein milieu de la nuit. Fini de faire semblant de n'avoir pas vu ce que j'avais vu. Je me versais un café noir dans un mug ébréché dans mon nouvel appartement parisien, situé au-dessus d'une vieille librairie du quartier latin. Pas encore de meubles, juste la liberté. C'est alors que mon téléphone a sonné, affichant un numéro connu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que le nom clignote sur mon écran. Henri Dubois, mon ancien beau-père. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le jour où il avait aidé sa fille à me dépouiller de tout. J'ai décroché. Avant même que je puisse parler, il a hurlé dans le téléphone, la voix tremblante. « Éloi, tu dois apporter 2,5 millions d'euros tout de suite. » C'est Céline. Elle est en soins intensifs dans une clinique privée en Suisse. Il refuse de l'opérer sans un acompte immédiat. « Je t'en prie, mon garçon, elle a besoin de toi. » J'ai cligné des yeux, pris une grande inspiration. « Excusez-moi, ai-je dit calmement. Qui êtes-vous ? » Il y a eu un long silence. Puis j'ai raccroché. « Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Éloi Renard. J'ai été mariée à Céline Dubois pendant 10 ans. Une femme dont je pensais l'amour inconditionnel. Il s'est avéré qu'il était accompagné d'une longue facture. Tout a commencé à s'effondrer le jour où je suis tombée malade. Pas une déprime, pas un rhume, mais une maladie dégénérative rare qui affaiblissait mon corps tout en rendant mon esprit plus vif. J'avais pris du recul par rapport à ma société de conseil à la défense pour me soigner. Céline, elle, a fait un pas en avant, directement vers mes comptes bancaires. Elle a imité ma signature, vendu des actions, transféré des fonds, et souri avec douceur au conseil d'administration. Et quand je l'ai confrontée, elle m'a chuchoté, « Tu ne sers plus à rien. » J'ai épousé un homme capable de bâtir des empires, pas un homme qui a besoin d'aide pour ouvrir une foutue bouteille d'eau. J'étais abasourdi. Silencieux. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait signifier les papiers du divorce. Elle ignorait que j'avais déjà mis en place une sécurité, un deuxième testament, un montage financier discret au Luxembourg, et un avocat, maître Laurent, qui me devait la vie. Et elle ignorait qu'un jour très proche, ce serait elle qui me supplierait d'ouvrir la porte. Après avoir raccroché au nez d'Henri, j'ai laissé le silence flotter dans ma cuisine comme une épaisse fumée. Cet homme m'avait hurlé dessus pendant des années. D'abord dans mon dos, puis en face, puis par l'intermédiaire de sa fille. Mais là, sa voix s'était brisée sous l'effet de la panique. Je me suis versé un autre café. Vous voyez, après le divorce, Céline et sa famille pensaient avoir gagné. Elle a obtenu le grand appartement, la villa au Cap Ferret, la compassion de ses amis, et Henri a eu accès à l'avenir de sa fille, ce qui consistait apparemment à vider chaque actif portant encore mon nom. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma maladie ne m'a pas tuée, elle m'a rendu plus lucide. Pendant qu'il festoyait sur les restes de mon empire, je le reconstruisais pièce par pièce depuis ce petit appartement. Tranquille. J'avais 2 ordinateurs portables, un gestionnaire de fonds privés. Et ma volonté de vivre. Et encore une chose, j'avais les preuves. Chaque euro transféré par Céline était tracé. Chaque mensonge raconté au juge des affaires familiales était archivé. Chaque bijou qu'elle a acheté place Vendôme avec mon argent a été capturé en écran et horodaté. Je n'avais pas dit un mot. J'avais attendu. Et juste au moment où ils pensaient que j'avais sombré dans le néant, ils ont appris que mon fonds privé, lui, était bien là. En fait, j'avais placé 2,5 millions d'euros dans un fonds médical verrouillé, intouchable sauf
Par moi. Ni par Céline, ni par Henri, ni par personne d'autre. Alors, quand ils ont transporté Céline en urgence pour cette prétendue opération et ont découvert que sa mutuelle haut de gamme avait été résiliée parce qu'elle avait oublié de payer les cotisations lors de sa frénésie de shopping, ils ont réalisé ce que je savais déjà. Ils étaient ruinés et ils avaient besoin de moi. Et j'avais attendu ce moment, non pas pour me venger, mais pour quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Activez la clause 17, ai-je dit. Il a marqué une pause. En êtes-vous sûr? Oui, ai-je répondu. Voyons à quel point son amant lui restera fidèle. Quand elle sera fauchée et brisée. Parce qu'il ne m'avait pas seulement volé. Il m'avait enterré vivant, et j'avais rampé pour remonter à la surface. Juste pour ça. La sonnette a retenti. Ce n'était pas Henri. C'était Céline, à genoux. Elle se tenait là, perchée sur les mêmes escarpins Louboutin achetés. Avec mon argent, le mascara coulant comme de l'encre sur une page déchirée. Céline ne ressemblait en rien à la femme qui, autrefois, répétait ses larmes. Pour le tribunal. Cette fois, ses larmes étaient réelles. Éloi, a-t-elle chuchoté. Je t'en supplie, elle est en train de mourir. J'ai laissé le silence saigner entre nous. Elle n'était pas là pour obtenir mon pardon. Elle était là pour un financement. La femme qui se tenait au tribunal, ai-je dit, a affirmé au juge que je t'avais abandonné pendant que tu pleurais dans un foulard Hermès, pour ensuite installer ton petit ami dans mon lit la semaine suivante. Elle a essayé de parler mais je n'avais pas terminé. Tu veux 2 millions. Et demi de la part de l'homme que tu as enterré? Je sais que ce que nous avons fait était mal, a-t-elle dit la voix tremblante. Mais c'est aussi ma fille. J'ai penché la tête. Vraiment? Céline a tressailli. Parce que nous rappelions tous les deux le mensonge qu'elle m'avait chuchoté à l'oreille. La veille de notre mariage, si le calendrier ne colle pas, on dira qu'elle est prématurée. Mon silence au fil des années lui avait donné un faux sentiment de sécurité. Mais j'avais gardé des dossiers. J'avais retracé la chronologie. J'avais conservé les preuves. Et je n'avais pas fini. Je me suis écartée, non pas pour la laisser entrer, mais pour lui montrer quelqu'un d'autre. Derrière moi. L'inspecteur Moreau. Madame Céline Dubois, a-t-il dit en brandissant une commission rogatoire. Vous êtes sous le coup d'une enquête pour fraude financière et falsification d'assurance médicale. Vous devriez appeler votre avocat. Céline a reculé en titubant. Tu m'as piégé. Non, ai-je répondu calmement. Tu t'es piégée toute seule quand tu m'as sous-estimée. Henri est apparu au loin, montant les escaliers en courant avec 2 hommes en costume. J'ai levé la main. Il représente la direction de la clinique et l'organisme de crédit sur lequel tu as falsifié ma signature. Ils ont des questions. Je me suis tournée vers l'inspecteur Moreau et j'ai ajouté « Oh !» Et une dernière chose. Car dans ma main gauche, je tenais la lettre que Céline avait falsifiée pendant le divorce, transférant toutes ses dettes à mon nom. Seulement cette fois, il y avait son empreinte digitale dessus. J'espère que ton amant sait comment on cuisine en prison, ai-je glissé. Et juste au moment où les agents se rapprochaient, ma fille est sortie de derrière moi, tenant l'acte de donation qu'elle venait de transférer à mon nom. Je n'ai jamais voulu me venger. Je voulais la paix. Mais la paix ne pousse pas sur une terre arrosée par la trahison. Après que Céline a été placée en garde à vue, son père, mon ex-beau-père, a débarqué le lendemain matin comme une tempête sans préavis. Il a poussé la porte violemment, les yeux fous, en criant
tu as détruit la vie de ma fille. J'ai siroté mon café et j'ai répondu, non, elle l'a fait toute seule. Je me suis juste assuré que la vérité ne reste pas enterrée. Il m'a jeté un dossier à la figure. À l'intérieur, des rapports médicaux, de fausses factures, des accords d'assurance avec ma signature falsifiée. Tu as tout gâché, a-t-il rugi. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de conséquences, l'ai-je corrigé pour une fois. Il a glissé la main dans son manteau, mais mon assistante Margot avait déjà déclenché l'alarme silencieuse. Des sirènes retentissaient au loin. Tu vas payer pour ça, a-t-il grondé. C'est déjà fait, ai-je murmuré. Pendant 10 ans. Puis j'ai ouvert mon tiroir. Et fait glisser sur la table une clé USB avec une étiquette indiquant, pour le jour où ils reviendront tous. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les enregistrements audio que Céline avait laissés derrière elle, se vantant auprès de son amant de ce qu'elle allait réussir à faire passer, se moquant de la justice, riant du test de paternité commandé sur Internet qu'elle n'avait jamais révélé. Il n'a pas pris la clé. Il n'en avait pas besoin, car la vérité se propageait déjà sur Internet, discrètement, anonymement. Je m'étais assuré que toute l'histoire, mon histoire, soit partagée morceau par morceau. À chaque fois que quelqu'un tapait son nom sur Google, son visage apparaissait à côté du mot fraude. Et puis, juste au moment où il atteignait la porte, il s'est retourné et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle avait raison. Tu es dangereux. J'ai souri, seulement parce que c'était nécessaire. Et là, mon téléphone s'est allumé. Un message de la clinique. La femme que Céline prétendait mourante n'avait même jamais été admise. Cette femme prétendument à l'article de la mort était purement inexistante. Cela faisait intégralement partie du stratagème. Une ultime supplique pour me faire passer pour un monstre sans cœur, pendant qu'elle jouait le rôle de l'ex-femme éplorée et trahie. Mais la clinique n'avait aucune trace d'elle. Aucune admission, aucun appel passé, rien. Céline avait simulé toute la crise, juste pour soutirer de l'argent et de la pitié à son entourage. J'en avais fini de jouer les gentils. J'ai sorti le disque dur de mon coffre-fort, un disque que je n'avais pas touché depuis des années. Il contenait les images de la maison que j'avais autrefois partagée avec Céline. Des caméras cachées, des journaux de sécurité, des enregistrements audio de ses appels nocturnes. Je ne les avais jamais installés par méfiance, je les avais installés pour ma propre survie. Elle disait toujours, on ne sait jamais qui pourrait s'en prendre à nous. Il s'est avéré que c'était elle. Avec l'aide de mon équipe d'avocats, j'ai envoyé le tout horodaté, vérifié et scellé à son employeur, au tribunal en charge de notre accord de divorce, et au conseil d'administration de l'association caritative à laquelle elle avait menti sur ses dons. Et je ne me suis pas arrêtée là. Le nouvel homme pour lequel elle m'avait quitté, je l'ai retrouvé. Un homme simple, disait-elle. Mais quand je lui ai montré de quoi elle était capable, comment elle avait utilisé de faux documents médicaux et manipulé tout le monde comme des pions, ses yeux se sont remplis de peur, et non d'amour. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée, a-t-il chuchoté. Elle raconte ça à tout le monde, ai-je répondu en lui tendant les dossiers judiciaires imprimés. Il n'a plus prononcé un mot après ça. Plus tard. Dans la soirée, Céline a appelé. Sa voix, autrefois arrogante, tremblait. Tu as tout ruiné. Non, ai-je dit. Je l'ai juste mis en pleine lumière. Puis, j'ai raccroché. Et le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe noire sur le pas de ma porte. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule phrase.
Tu aurais dû laisser le passé enterré. J'ai fixé l'enveloppe noire entre mes mains, cette unique ligne palpitant dans ma tête comme un tambour de guerre. Tu aurais dû laisser le passé enterré. Aucun nom, aucune adresse, juste ces mots et un frisson qui s'est propagé dans ma poitrine. J'ai vérifié les images des caméras. Rien. Celui qui l'avait déposé savait comment contourner mon système. Cela seul me disait qu'il ne s'agissait pas d'une menace prise au hasard. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au matin, un souvenir a surgi des profondeurs. C'était un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Julien Mercier. Travaillait autrefois avec Céline, son collègue devenu un ami intime. L'homme que j'avais jadis accusé d'avoir saboté la plus grosse fusion de mon cabinet. Avant que Céline ne le défende bec et ongles. Elle disait que j'étais paranoïaque, que j'étais juste stressée, mais je me souvenais de son regard. La façon dont il la regardait. La façon dont il me regardait, comme si j'étais déjà mort. J'ai ouvert une vieille clé USB et récupéré les dossiers archivés des enquêtes internes de mon entreprise. Julien Mercier s'était volatilisé juste après que Céline ait demandé le divorce. Aucun avertissement, aucune adresse de transfert, comme s'il n'avait jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. C'est alors que la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Un homme d'âge mûr se tenait sur mon palier, portant un costume légèrement froissé et tenant une mallette. Il ne représentait pas une menace, pas visiblement, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Il a soulevé la mallette et a parlé calmement. Monsieur Renard, on m'a chargé de vous livrer ceci. C'est de la part de Julien Mercier. J'ai ouvert la porte lentement. À l'intérieur de la mallette se trouvait une pile de dossiers, un téléphone jetable et une seule photo. Céline tenant la main de Julien, mais cela ne datait pas d'il y a des années. L'horodatage indiquait que la photo avait été prise la semaine dernière. La photo a réveillé quelque chose au plus profond de mes tripes. Le visage de Céline, souriant, détendu, sa main dans celle de Julien. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était de la trahison horodatée. J'ai fixé le téléphone jetable à l'intérieur de la mallette qui s'est soudain mis à sonner. Avant que je ne puisse décider de répondre ou non, il s'est arrêté, puis a vibré. Un seul message. Tu as 48 heures pour te décider. L'offre tient toujours. Je ne savais pas encore quelle était cette offre, mais j'avais le pressentiment qu'il ne s'agissait pas d'affaires. C'était un jeu, et Julien venait d'avancer son pion. Je me suis tournée vers l'homme qui avait apporté la mallette. Qui vous envoie? Il n'a rien dit. Je me suis approchée. Qui vous envoie? Il a fini par répondre, ce n'est pas de Julien que vous devriez avoir peur. C'est de la personne qui se tient derrière vous. Je me suis retournée d'un coup. Personne. Le temps que je me retourne à nouveau, l'homme était déjà à l'autre bout de la rue, disparu, me laissant seule avec la mallette. Mais j'avais toujours la photo. Et ce téléphone jetable. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai appelé David, le responsable de la cybersécurité de ma société, et je lui ai demandé de retracer l'origine des messages. Il a promis d'avoir des résultats pour le matin. Une fois l'appel terminé, j'ai de nouveau fixé la photo. Puis je l'ai retournée, remarquant des mots gribouillés à l'encre de manière brouillonne. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de ce qu'elle nous a pris. J'ai fait une pause. Ce qu'elle nous a pris, et non ce qu'elle m'a pris. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'avais pas encore démasqué, et qui était déjà à l'intérieur de la maison. David a appelé à 6h03. Précise.
Ce n'est pas Julien, a-t-il dit. Il m'a expliqué que le message avait été redirigé via 6 serveurs fictifs, mais l'adresse IP d'origine provenait d'une propriété appartenant à Céline, achetée il y a 3 ans via une société écran. Et vous savez quoi? J'avais déjà une longueur d'avance sur lui. Julien n'avait pas envoyé ce message. C'était elle. Et ce n'est pas tout, continuait David. Il y a pire. Céline a lentement vidé le compte joint, mais pas pour elle-même. Elle a détourné l'argent vers un compte lié au fonds de placement offshore de ton défunt père. Le même fonds dont tu as été écarté. Je me suis figée. Elle savait, ai-je murmuré. Elle savait tout. David a confirmé. Elle s'est jouée de vous deux. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à mon coffre-fort et j'ai sorti le testament original que mon père avait laissé avant que Céline ne le convainque de le modifier. J'en avais gardé une copie, enfouie et oubliée, jusqu'à aujourd'hui. Le testament original mentionnait 2 bénéficiaires, moi, et des héritiers à déterminer. Julien n'avait jamais été légalement retiré. Les modifications de Céline n'avaient jamais été authentifiées par le notaire. Et cet atelier que Julien est mort en protégeant? Il contenait des documents, des registres comptables, des relevés et même des lettres écrites par mon père, prouvant la manipulation de Céline au fil des années. J'ai tout rassemblé. Je suis entré dans le cabinet de mon avocat cet après-midi-là. Il a jeté un seul coup d'œil aux documents et a dit, « Vous êtes sur le point de posséder tout ce qu'elle a essayé de voler. » Ce soir-là, Céline est rentrée chez elle pour trouver une simple boîte sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait le téléphone jetable, la photo d'elle et de Julien, et un mot, « Tu as oublié qui t'a appris à jouer à ce jeu. »